Jeudi 20 avril 2023, Aurélia et Camille Marceau, filles du célèbre mime Marcel Marceau, étaient invitées à la librairie Ombre Blanche lors d'une rencontre organisée avec la Cinémathèque de Toulouse pour la publication de leur ouvrage paru chez Actes Sud, Histoire de ma vie, ces mémoires qu'il confia à ses filles avant de s'éteindre et dans lesquelles on lit une jeunesse engagée dans la résistance, un père déporté à Auschwitz et la naissance de Bip, son clown blanc muet. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec Aurélia, Camille Marceau, avec Claire David, qui est éditrice, autour de ce livre. Et je poserai j'ai quelques questions et quelques envies de creuser certaines choses, certains aspects de cet ouvrage. Mais je vous invite vraiment à intervenir et à alimenter aussi cet échange sans attendre la fin d'un dialogue à 3 ou à 4. Voilà. Et essayez aussi d'enrichir la discussion. Vous êtes les bienvenus. Donc, la première question que moi je pose, avant de raconter l'objet, avant de vous parler du livre, avant d'entrer dans le contenu, vraiment, c'est comment naît un livre de ce genre-là, parce qu'il y a un manuscrit soigneusement conservé dans une pochette grise avec une étiquette manuscrite, etc. C'est un manuscrit que deux filles ont entre les mains. Qu'est-ce qui se passe quand on a un objet de ce genre-là? Quelles sont les envies, quelles sont les craintes et quelle est la rencontre avec un éditeur et comment on construit un ouvrage de ce genre-là, d'une telle richesse en partant de ces prémices. Voilà. Je dirais que au crépuscule de sa vie, lorsque notre père nous a confié ce manuscrit, la première chose, c'était de protéger ce manuscrit et c'était comme un trésor. Donc, le protéger absolument, le conserver et toujours pendant des années en tête ce manuscrit qui un jour devra être édité pour rester fidèle à sa mémoire et à son souhait de voir paraître ce récit de jeunesse. Donc, je dirais, voilà, première étape, c'est ça. Et ensuite, le lire, le relire et voir que ce bloc qui était tapuscrit, avec des ratures, avec aussi des mots manuscrits, comme un bloc, parce qu'il n'y avait pas de chapitre, pas de photos, c'était vraiment un texte, un récit dense. Eh bien, c'est de rêver dessus, mais en même temps, il a fallu du temps, le temps de chacun, de chacune, pour qu'émerge, l'évidence de le faire paraître. Oui, c'est vrai. Enfin, personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à le lire. Il m'enlisait des passages et j'étais plus émue par ce qu'il ressentait à la lecture que par le texte lui-même. C'est très bizarre. Je pense que ça doit faire ça à tout le monde avec... il y a ce moment du présent où on ne mesure pas la chance d'avoir la personne vivante et on profite de ce présent, mais on n'a pas cette distance nécessaire qui permettrait de poser des questions et d'approfondir en fait le récit. Et puis après, quand on s'y plonge, c'est un peu tard. Mais donc, j'ai mis des années à arriver à avoir la distance nécessaire pour le lire vraiment et plonger dedans. Et en même temps, il y avait cette idée de le garder comme un trésor, quelque chose qui n'appartenait pas au public,
quand on a eu un père qui est une personnalité publique, c'est compliqué. Donc voilà, c'était un trésor. On savait avec Aurélia qu'on allait un jour le faire naître, le mettre au grand jour. Mais le temps ne venait jamais. Et finalement, on le gardait. Et voilà, déjà, à l'origine, c'est ça. Puis il y a eu le déclic. Et donc, comment ça s'est passé, la rencontre avec l'éditeur? Comment ça s'est passé? Et voilà, la mise en forme. Quelles sont les interventions que vous avez faites? Est-ce que vous avez changé des choses? Est-ce que vous avez un peu, je ne sais pas, Oui. nettoyé le langage ou je ne sais pas? Alors, pour notre part, il a fallu retranscrire ce tapuscrit, essayer de déchiffrer aussi l'écriture manuscrite, réfléchir aussi aux ratures, celles dont on tient compte. On a tenu compte évidemment de ces corrections, mais il y avait aussi des passages qui commençaient en rature et qui se terminaient sans rature. Alors là, on se dit que on a privilégié le fait d'enlever la rature du début, parce que sinon on ne pouvait pas suivre le récit qui était amorcé. Donc ça a été un long travail de déchiffrage, de retranscription, mais tout a été conservé à l'identique, hein, bien sûr. Et ensuite, ça a été, lorsqu'on a rencontré Claire David et Inès Loureiro, en fait, c'est venu, j'avais un ami qui est traducteur et qui connaissait un petit peu Actes Sud, et je lui avais demandé conseil. Il m'a immédiatement dit de me rapprocher de Alzira Martin, et tout de suite, elle m'a parlé de Claire David. Et j'ai envoyé un mail à Claire David et ça a été immédiat. Nous n'avions consulté aucune autre maison d'édition. Ça s'est fait tout de suite, en fait. Et du coup, on s'est rendu à Paris et puis on s'est rencontrés. Et ça a été le début d'une très, très belle aventure, hein. Une aventure de travail, une aventure de va-et-vient, de questionnement, une aventure passionnante. Et comment se construit un livre, là, ça a été la découverte aussi pour nous. Et c'était assez fabuleux parce que ça rendait aussi ce père qui est disparu très présent avec ses mots, avec sa présence aussi à travers ses mots qui deviennent très charnels aussi. Donc voilà, je passe la parole à Claire aussi. Donc, bonjour. Alzira Martin, c'est à la direction éditoriale de la maison. Et moi, je suis directrice d'Actes Sud Papier, tout le secteur théâtre, art du spectacle chez Actes Sud, et ce, depuis la création en 1985. Et donc, Alzira, dès qu'un projet arrive à la direction éditoriale et qui concerne les arts du spectacle, effectivement, il m'est renvoyé. Donc, j'ai eu ce tapuscrit, retranscrit, brut. Et le mime Marceau, pour moi, est d'abord, je l'ai vu sur scène à la fin de sa vie. Ensuite, j'ai une formation de théâtre à l'école Charles Delin et j'avais pu apprendre quelques pantomimes, on va dire, héritées de Marceau, même si je n'ai jamais fait une carrière. Très vite, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout quelqu'un de la scène, mais plutôt des coulisses, et totalement fascinée par le monde du théâtre. Et puis ensuite, c'est vrai que j'ai publié de nombreux livres autour, on va dire, des collaborateurs ou des rencontres qu'avait pu avoir Marceau dans sa vie, notamment Jacques Lecoq, qui a fait aussi une école sur le travail du corps et qui intégrait la question du mime, entre autres. Et quand j'ai lu Histoire de ma vie, donc le titre, c'est Histoire de ma vie de 1923, puisqu'on est là, à 1952. Donc 1952, ça correspond à la naissance du personnage de Bip. Donc j'ai lu ce bloc de textes et ça m'a paru lumineux. Lumineux parce que tout d'un coup, au fond, et même si c'est quelqu'un... Donc moi, je me place de l'extérieur
Donc c'est un peu les premières Très conversations. intéressant pour nous d'entendre maintenant le commentaire de Claire. Nous n'avons pas eu ce genre de conversation. Non. Après, on peut vous raconter comment on fait un livre, mais on l'a pas eu. Ouais. Et lumineux parce que tout d'un coup, il me semblait qu'il y avait une part de la naissance de Bip. Moi, je n'ai connu que Bip. Je ne connaissais que Bip. Enfin, voilà, c'est tout. Qui était Marceau, j'en savais rien, au fond. Et jamais personne, finalement, ne s'est posé cette question. Qui était Marcel Marceau, au fond? Il disparaissait derrière son masque, et sans doute, c'est ce qu'il avait envie. C'est ce que j'ai cru comprendre au fur et à mesure de nos échanges. Et là, c'était lumineux parce qu'on comprenait qu'il avait été un enfant juif, qu'il avait été heureux, qu'il avait été un grand, grand résistant, qu'il avait vécu avec beaucoup de culpabilité la déportation de son père, qu'il n'en s'est même jamais remis, et que tout d'un coup, et j'ai revu sur YouTube, on peut revoir des pantomimes de Marceau, et tout d'un coup, en les revoyant, en les relisant, quand on revoit le mur, la fameuse pantomime du mur, par exemple, on comprend. Tout d'un coup, c'est chargé d'une autre histoire, et je me suis dit, mais ça doit exister, absolument, et je vais, en tant qu'éditrice, y mettre toute notre force, tous nos moyens, pour le faire savoir. Et le faire savoir de façon importante. Parce que tout d'un coup, cet art du silence dans lequel il s'est réfugié, et si vous suivez ce soir à la Cinémathèque le formidable film qui va être projeté, L'art du silence, c'est ça que ça raconte. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui faisait passer des enfants juifs, par exemple en Suisse, et qui leur disait qu'une chose dans le train, chut, ne parle pas, ne dis pas comment tu t'appelles, chut, voilà. Et après, on voit, après la libération de Paris, il est mélancolique, il est heureux que Paris soit libéré, mais il est tellement mélancolique d'avoir perdu quelques plumes dans cette histoire, voilà. Donc là, j'ai pas raconté le livre, j'ai raconté ma conviction, voilà, ce qui naît quand on lit un manuscrit parfois, et le plus souvent possible dans nos engagements, et parce qu'après cette force de conviction, il faut la faire passer. J'ai essayé tout de suite de vous dire, on va pas le publier comme ça. Donc notre première rencontre, c'était ça, je crois. Hein, et j'ai dit, j'aimerais que d'abord on puisse parler aussi de Bip et des pantomimes, même s'il n'en est pas question. C'est les racines, oui, c'est ça, c'est les racines. Il en est très peu question, voilà. Mais je me suis dit, on va le voir visuellement, mais par contre, on aura toutes les racines. Donc après, s'en est suivi tout un travail où j'ai demandé à Camille Roilia de découper le texte. Ça a été une grande question, parce que je voulais pas mettre le texte et les images à la fin. Je trouvais que ça faisait trop une somme plus difficile à digérer. Je voulais aider le lecteur à entrer dans cette histoire. Quelqu'un d'une jeune génération, par exemple, qui n'a jamais vu, qui ne sait pas ce qu'est la pantomime, qui ne sait pas qui était Marcel Marceau, qui puisse comprendre petit à petit, chemin faisant, à partir des images. Donc, on a essayé d'être chronologique. On a essayé donc voilà. Donc, on a découpé le texte. Voilà. Et puis, on a mis des images. Enfin, vous avez... puisque là-dessus, vous êtes devenue un peu autrice aussi à votre façon. Non, ce que je voulais dire, c'est que ce qui a été aussi très intéressant aussi pour nous, c'est vous nous avez en même temps donné beaucoup de liberté, et en même temps, vos conseils étaient très précieux, parce que justement, par rapport aux photos, il était question aussi de laisser le récit dans cette belle densité, dans sa fluidité, de ne pas intruser le récit par trop d'images, par trop de... Et du coup, le chapitrage s'est fait aussi en mettant les photos comme un écho de ce qui avait été raconté. Donc il y avait ce sas aussi silencieux de contemplation des images après le récit. Ça s'est construit comme ça. Oui, qui n'était pas une illustration. Fallait surtout pas tomber dans l'illustration ou la paraphrase. Fallait vraiment donner aussi peut-être un autre aspect au récit. Peut-être ce qu'on n'avait pas dans le récit, dans ces mots,
on pouvait le mettre après dans certaines photos, dans certains documents. Je pense par exemple à la lettre, puisque voilà, au moment de la déportation du père, enfin bien sûr, il a la lettre au frère, il raconte, voilà, ce qu'il vit, c'est très au présent. Hein. On ne sait pas exactement comment s'est constitué ce manuscrit. On pense qu'il tenait une sorte de carnet de bord. Hein. Peut-être que même il avait un journal intime quand il était tout jeune et qu'il a mis un jour bout à bout tout ça. Il a essayé d'en faire un récit. Mais on avait des documents qui donnaient un autre éclairage sur le récit. Et c'est ça qui est intéressant. C'était de pouvoir plonger aussi le lecteur, les lectrices, dans l'intimité, dans sa pensée, au présent, mais aussi presque d'ouvrir une malle à souvenirs, d'y trouver des photos, d'y trouver des notes, des lettres, d'être au plus près, faire une espèce de bond spatio-temporel et de se retrouver un peu dans la tête de Marcel Marceau quand il a 15 ans, 20 ans, voilà. C'était une entrée qui vous permet dans ce livre, une entrée par 3 niveaux de lecture finalement au fond. Il y a le texte de Marcel Marceau qu'on ne coupe pas abusivement, on le sépare en chapitres d'entrée de jeu, mais on ne coupe pas à l'intérieur de l'écriture. Finalement, au fond, c'est venu presque naturellement, ce découpage en chapitres. Oui, c'était presque pensé par lui. Presque. Il y a une sorte de suspense. Parce que Histoire de même. ma vie et s'arrêter en 52, on s'est toujours, enfin, vous vous êtes posé la question et moi aussi en disant, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas continué, quoi. Enfin, parce qu'il écrit bien en plus. Enfin, il a beaucoup d'humour. Il a un regard sur lui-même, sur ce qui lui arrive, sur l'histoire, la grande histoire. Enfin, bon. Donc, ce niveau d'entrée de lecture. Deuxième, par les images. Et troisième, vous, par les légendes que vous avez dû rédiger. Et là, on sait, on va dire, vous êtes fait violence un petit peu. Hein, voilà. C'est sûr que ça a été un gros travail d'investigation et d'enquête et de redécouverte, c'est même pas redécouverte, de découverte de cette immense carrière dans le détail, hein, de faire des recoupements de dates parce que il y avait beaucoup de photos, mais finalement pas de légendes, ou alors très peu. Et c'est essayer de recoller les morceaux d'un vaste puzzle, que ça soit dans la chronologie, que ça soit dans l'histoire aussi de ses créations. Et dans la chronologie, justement, à la fin, c'était de reprendre aussi pas à pas les années où il a créé ses pantomimes pour essayer de rendre aussi assez vivante cette chronologie. Et de ne pas avoir qu'une annexe avec la liste de tout ça, mais de voir que pas à pas, au fur et à mesure des années, il a créé, il a œuvré, il a réfléchi, et du coup, ça nous paraissait aussi très vivant, voilà, de travailler comme ça. Oui, et puis je trouve que certaines images permettent vraiment de percevoir plus profondément certaines choses qui sont juste une ombre fugitive dans le texte. Par exemple, la grandeur de cette figure paternelle, on la pressent dans l'écriture, mais dans la photo, on la voit, on la mesure bien. Ou bien, par exemple, cette relation, le choc artistique que Marcel Marceau éprouve à 5 ans en voyant le cirque avec Charlot et sa démarche et tout, qu'il y a des mots incroyables que Marcel Marceau écrit à propos de la démarche et du mouvement de Charlot. C'est vraiment magistral comme sa façon de le décrire. Mais le voir
à 10 ans, 14 ans, déguisé en Charlot avec le chapeau melon, avec la moustache dessinée, etc. Ça donne vraiment la mesure de l'importance que cette figure a eue dans sa vie. Et donc, voilà, l'accompagnement de l'iconographie permet vraiment d'entrer dans l'intime, d'entrer dans son écriture et aussi aussi avoir un peu la mesure du rapport à la figure paternelle, au maître, et comment il y a une relation de filiation, il y a une reconnaissance et en même temps un besoin aussi de s'émanciper. Et à la mère aussi, parce que il y a un passage que j'aime beaucoup, qui m'avait bouleversée la première fois. Pourtant, c'est un passage presque anecdotique, mais il est mobilisé dans la première armée, l'armée d'occupation en Allemagne. Et puis, il revient voir sa mère à Périgueux. Hein, le père a été déporté. Et il pense à lui ramener un petit service à thé. Alors j'imaginais vraiment le soldat tout jeune qui s'embarrasse dans son sac de ce petit service à thé, qui l'emballe en disant « elle avait tellement perdu quand on a quitté Strasbourg » et qui ramène ça à sa mère. Et juste après, sur la page, il y a une photo où il porte comme ça sa mère dans les bras. Et voilà, c'est comme ça que vraiment... Là, c'est vraiment pas de l'illustration, on n'a pas la photo du service à thé, mais on a tout l'amour pour sa mère qui est très pudique et en même temps magnifique, hein, dans juste ce moment et cette image. Ce qui est étonnant, c'est, et j'ai mis du temps à le réaliser aussi, c'est que finalement, il parle de sa mère est toujours en filigrane, mais il en parle très peu. Et je me dis que finalement, cette femme qui était aimante, qui était toujours là, dont on sait qu'il avait un amour inconditionnel, hein, eh ben, il avait peut-être pas besoin d'en parler parce que elle était tellement sécurisante, elle était tellement là. Et il parle plus du père forcément qui a été déporté, parce qu'on parle peut-être plus des absents et des gens qui questionnent aussi. Et moi, je me suis dit ça. Voilà, je rebondis sur ce que tu disais. La culpabilité. Et la culpabilité, c'est ça. Le père est parti. Le père est parti. Il y a des questions sans réponse. Donc voilà, c'est ce que je me dis aussi dans l'écriture. C'est que voilà, c'était une réflexion que je me faisais, que quand on écrit aussi, on parle souvent, on a besoin de parler aussi de l'absent, de ce qui est d'un vide qui est difficile à combler. Et que quand on est complètement rempli, peut-être qu'on n'a pas autant besoin de trouver les mots pour décrire les choses. C'est pour ça que je me disais, moi, que finalement, au fond, Histoire de ma vie, peut-être que sa vie textuelle, enfin, d'écriture, elle s'arrête en 52. Et qu'après, c'est le silence, enfin, qui correspond un peu à la fin de la guerre et un peu à la reconstruction de la France libre. Et lui, il va dans le monde entier raconter la violence des hommes, au fond, à travers ses pantomimes. Il va dans le monde entier raconter l'enfermement, raconter la bêtise, raconter les violences. Et c'est au fond sa mission, et jamais plus il ne pourra en dire. Que peut-on écrire après la Shoah? Voilà, en gros. Il est dans ce mouvement-là de Beckett, enfin presque. Et puis, tu disais, Francesca est claire aussi sur le silence. Ce silence qui, à l'origine, est un silence morbide, mortifère, le silence où il faut se cacher, ne pas révéler son identité, le silence d'être juif, le silence du père qui ne révèle pas quand il est torturé par la Gestapo, où sont ses fils qui sont résistants. Tout ce silence-là, cette chape de plomb du silence, il inverse, il se le réapproprie pour en faire un silence fraternel, un art du silence, un silence qui va fédérer à l'international,
le langage universel, il tord le cou à ce silence ontologique pour en faire justement un silence d'une immense fraternité, d'un immense humanisme. C'est ça qui est incroyable et qui est frappant quand on lit son récit et après savoir ce qu'il en a fait. Moi, j'ai pensé aussi, disons, à 52 comme une date à laquelle il arrête vraiment le fait que son art est l'art du mime. La période qu'il raconte est une période de construction et de recherche. Et à ce moment-là, quand il arrête d'écrire, c'est que sa recherche a abouti. Ça ne veut pas dire que ça a abouti à l'acmé de sa carrière ou de son art. C'est le début, disons, du travail en profondeur. Mais là, il a abouti à se dire, c'est ça que je ferai. C'est pas comédien. Je n'utiliserai pas ma voix comme un instrument, mais c'est mon corps, c'est le geste et le silence qui sera mon médium. Oui, je pense que vous avez tout à fait raison et c'est la raison pour laquelle tout de suite j'ai dit j'aimerais un index complet à la fin. Donc ça vous a étonné au début, hein? Un index complet de tout ce qu'il a fait, tout, et le nom des pantomimes, tout. Parce que finalement, au fond, on prolonge cette histoire de ma vie après dans l'histoire des pantomimes et on peut chacun rêver autour du titre des pantomimes, du sujet des pantomimes, voir l'évolution. Et ça a été un long travail que vous avez fait. Le livre, ça a été 1 an et demi de travail entre la réception du texte et la sortie. Donc c'était un long travail que vous avez fait parce que ça n'existait pas. Et pour moi, c'était essentiel justement comme une sorte de prolongation. Il n'y aura pas un autre livre sur Marceau de Marceau. Il y a d'autres livres sur Marceau, des universitaires, des gens qui font des études, mais de Marceau, non. Donc là, c'était important de dire qu'est-ce qui s'est passé après 52, il n'est pas mort. Non, au contraire même. C'est effectivement l'envol vers une carrière internationale. Et ce livre, c'est la genèse. C'est la genèse d'un immense artiste en devenir. Et c'est un livre où on suit pas à pas le fil de sa pensée. C'est un homme qui regarde, qui est témoin de son époque, qui regarde le monde avec beaucoup de force. C'est vraiment un récit. On est immergé dans le fil de sa pensée. Il adore la philosophie, il aime la poésie, donc c'est traversé de poèmes, de références aussi au dessin, à la peinture, à la musique. C'est poétique, c'est un récit aussi lyrique, mais très simple, très accessible, très humble, très fraternel. Et puis, on y découvre vraiment toute une histoire qu'on ne connaissait absolument pas. C'est-à-dire que Marcel Marceau, résistant, Marcel Marceau, complètement engagé, risquant sa vie, ça, on ne l'a jamais su. Même les personnes qui connaissaient le mieux le personnage, son art, sa biographie, c'était quelque chose qui était complètement inconnu. Et il y a des anecdotes, il y a des récits qui sont vraiment très prenants. C'est vrai que souvent on nous a posé la question, mais pourquoi il n'a pas repris après la guerre son nom? Pourquoi il n'a pas repris Mangel? Alors on s'est nous-mêmes posé beaucoup la question, on a fait des hypothèses, et puis en fait il commence c'est presque schizophrénique, j'imagine, parce que au moment où le père est déporté, où il est caché, il commence à découvrir le théâtre. Il commence le théâtre avec son nom de résistant qu'il a pris pour cacher sa judéité, donc Marceau. Et donc il garde Marceau parce qu'en fait,
Dulin, Decroux, Barrault, ils le connaissent comme Marceau, déjà. Et puis après, alors est-ce que c'est nous qui forgeons ça? Mais quand même, force est de constater qu'il va porter ce nom à l'international et ce sera son nom de résistant. Donc ça veut dire que son nom d'artiste, c'est le nom de quelqu'un qui a résisté et qui, par le théâtre, a voulu vraiment continuer à résister et continuer à porter cette parole-là de résistance et d'humanisme. Donc je pense que c'est pas juste un hasard. Bon, il a pris Marceau et après, bon, c'est resté comme ça parce que c'était comme ça. Non, c'est plus puissant que ça. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je dirais presque qu'il y a aussi une autre dimension que je trouvais très, très intéressante, c'est son attrait tout de suite dès qu'il commence le théâtre pour la transmission, c'est-à-dire pour la jeunesse, pour les enfants, leur apprendre, leur permettre d'être heureux, leur permettre de vivre, leur permettre de s'échapper à la barbarie de l'histoire, leur permettre de fuir. Ils trouvent ça stupide tout de suite, enfin, cette question de l'étoile, mais sans le dire comme ça, c'est-à-dire qu'on le voit par ses actes, on le voit par, comme vous disiez, quand il met en péril sa propre vie, parce que il va inventer des situations ou des cours pour permettre de cacher les gens. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire tout de suite, il aime donner des cours. Et ça, c'est pas fréquent. Au fond, c'est-à-dire tout de suite, c'est un très grand pédagogue. Et d'ailleurs, il finira sa vie, enfin, il finira par créer son école, enfin, ce sera pas facile, mais il aura quand même créé son école. Et ça, je trouve qu'on a aussi la racine de ça dans l'histoire de ma vie. Mais c'est vrai que on se rend compte que tout petit déjà, c'est quelqu'un qui est complètement dans son imaginaire. C'est un enfant qui fait feu de tout bois, qui se construit des scénarios, qui aime beaucoup jouer seul et qui fait de sa chambre et même de son lit, il raconte déjà un théâtre. Les tringles à rideaux deviennent des armes, tout fait. Tout est fertile pour créer un scénario. Et il crée très très jeune, à 10 ans, la bande Ratapouille, quand il est en colonie de vacances chez sa tante Mina. Et là aussi, c'est l'amour du théâtre. Et toute sa vie, en fait, pour cet homme, le théâtre, c'est vital. Mais vital, même quand il est en résistance, à Limoges, que son père est déporté, il recrée un terreau fertile pour le théâtre, parce que c'est ce qui permet de le sauver aussi et de survivre. Et je rejoins ce que disait Camille dans cette résistance aussi par le théâtre. Le théâtre vraiment, et je trouve que c'est incroyable, même si c'était notre père et qu'on le connaissait, mais de se dire justement, c'est fou à quel point c'était vital, comme l'air qu'on respire, comme le théâtre a été toute sa vie sa raison d'être. Mais c'est vrai que cette fidélité à l'enfance, au monde de l'enfant, à la jeunesse, à vouloir transmettre, c'est incroyable. Il était vraiment, peut-être parce que lui-même se souvenait très précisément de comment il se sentait enfant, décalé par rapport au monde, que le monde n'était pas adapté pour lui. Il savait vraiment venir à la rencontre des enfants, les écouter très sérieusement. Je me permets de raconter cette anecdote, mais mon fils tout petit, il lui demande « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et Louis était tout petit, je ne sais plus, il avait 3 ans. 3 ans. Il lui dit « Clown !» Et alors on sourit, forcément, on rigole. Il dit « Arrêtez, c'est très sérieux. » Et c'est vrai, il prenait très au sérieux, voilà, la parole des enfants, leurs rêves, c'était pas du tout on sourit, on dit « Oh, c'est mignon ». Non, pas du tout, c'est du sérieux. Ce que pense un enfant, ce que vit un enfant, ce que la jeunesse a en elle, il le prenait avec beaucoup de
de solennité, je ne sais plus. Je sais Solennité, plus dire oui. le mot. Et de densité, voilà. Je pense aussi que chez Marcel Marceau, pour avoir lu le livre et avoir vu pas mal de pantomimes quand même, Et fait la très belle expo, Francesca. c'est une chose très importante, c'est le travail. Quand vous parlez de l'engagement envers les jeunes dans la transmission de l'art, du mime, de l'art, du théâtre, etc. Mais aussi quand on parle du sérieux avec lequel il écoute un enfant dire « je veux être clown », c'est parce qu'il sait très bien que derrière ça, il y a énormément de travail pour y arriver, pour aboutir. Et c'est un travail qu'il veut faire. Il y a un moment dans le livre où ces deux crews sont, disons, le maître qui faisait du mime, qui lui dit Marceau, travaillez votre style. et c'est quelque chose que lui-même prend très au sérieux. Et tout le travail sur la transmission, tout le travail sur... voilà, c'est quelque chose qui est présent dans son récit et dans son écriture, je trouve. Tout à fait. Et cette pédagogie, il l'a aussi beaucoup développée quand il s'est retrouvé à la Maison de Sèvres, chez Yvonne Agnauer, et qui se retrouve... en fait, il est missionné par son cousin, Georges Loinger, pour protéger 2 fillettes et les amener à la Maison de Sèvres. Donc, il fait le trajet de Limoges jusqu'à Sèvres pour amener ces 2 fillettes, Henriette et Juliette. Là, il pense repartir, mais cette dame qui lui propose de rester pour devenir animateur auprès des enfants et faire du théâtre. Donc, il a aussi construit à Sèvres le terreau de sa pédagogie aussi. Son premier public, ça a été auprès des enfants. Et il disait que c'était le public le plus merveilleux parce que, en même temps impatient, mais en même temps le plus pur. Et dans cette urgence aussi de création et puis de donner, de transmettre à ces orphelins du rêve, de la poésie. Du coup, Sèvres, ça a été aussi l'endroit où il a consolidé cette vocation de théâtre. Et il a toujours eu une reconnaissance infinie pour son cousin Georges et pour Yvonne Agnauer, en disant que c'était grâce à eux qu'il avait pu aussi faire du théâtre. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, on ne le sait peut-être pas assez, c'est que c'est très très rare d'avoir des artistes qui sont aussi des pédagogues. Moi, toute ma collection, il y a plus de 300, je dirais à peu près, artistes que j'ai pu représenter jusqu'à présent par des beaux livres ou des essais ou des choses comme ça. Et je vais toujours chercher le pédagogue parce que ce qui est intéressant pour un éditeur, c'est de passer à la fois des univers singuliers, des univers artistiques, des portraits d'artistes, mais au-delà de ça, on va dire à des nouvelles générations, à des gens qui ont envie d'être eux-mêmes artistes, des éléments pour se construire, pour apprendre autre. On peut apprendre à l'école, évidemment, on apprend en travaillant, évidemment sur le plateau, en salle de répétition, mais on peut aussi apprendre, et tout le monde le sait très bien, à l'intérieur d'une librairie, à travers les livres. Du moins, c'est ce que je crois. Et je sais que c'est très, très rare, parce que cette dimension-là, je la traque en permanence. Et parfois, je vais chercher des artistes que j'admire, et j'ai dit, mais comment on pourrait ensemble, comment vous pourriez transmettre votre travail? Ah non, moi je ne fais pas de théorie, je ne sais pas transmettre mon travail, etc. Puis finalement, la question, quelques années après, va infuser en eux, et puis finalement, ils vont y réfléchir, et je dis, c'est important, les héritiers, c'est important, la descendance, c'est important de transmettre, sans forcément
forcément faire école. Et donc là, quand on sent ça dès l'origine, on se dit c'est c'est encore plus fort. C'est vrai que je comprends mieux pourquoi tous ces anciens élèves, tous les gens qui ont travaillé avec lui gardent une espèce d'amour presque filial, hein, parce qu'il les enveloppait, il les guidait, justement, surtout pas pour faire des copies et qui suivent des copies de Marcel Marceau, mais au contraire, mène ta propre voie. Enfin, on a des témoignages vraiment bouleversants de ces anciens élèves, comment il les aidait. Certains faisaient l'école de mime, mais arrivaient de l'étranger, donc n'avaient pas d'argent, devaient travailler la nuit pour se payer l'école. Et alors, il disait, mais comment on peut faire pour pas que tu travailles, que tu aies plus d'énergie pour l'école? Enfin, c'est incroyable. Il était vraiment soucieux comme un père, en fait, de la santé de ces jeunes, de comment ils peuvent se développer, quelle voie. C'est assez incroyable. Moi, j'aimerais bien qu'on vienne à cette partie du livre qui raconte un peu, grâce aux images, mais aussi grâce au récit, comment naît le personnage de Bip, comment il le construit, parce que c'est une construction, c'est pas que ça, il n'est pas du jour au lendemain. Il fait référence à ces fantasmes enfantins. C'est vraiment quelque chose qui vient de ses rêves d'enfant. Il le dit, et puis il travaille, lui, d'un point de vue comme un peintre, comme un dessinateur, à dessiner son personnage, à dessiner ce masque, à lui mettre un costume, à lui mettre une identité, à lui créer une identité visuelle. Et donc, tout ça, c'est très intéressant parce qu'on retrouve vraiment la construction de ce qu'on connaît et ce qui est son cadeau au public. C'est vrai que c'est très beau d'ailleurs ces passages parce qu'il y a quelque chose, on voit presque, je ne vais pas dire comme un accouchement, mais d'une certaine manière, il y a cette idée où au présent, il raconte comment il construit dans une certaine urgence d'ailleurs, parce que il dit, il saisit le destin par les cheveux, donc l'image est forte quand même. Il est imprégné de l'image de Pierrot, de Charlot évidemment, d'Arlequin, de la Commedia dell'arte. Et moi, enfin, après c'est très personnel, mais moi j'y voyais même comme une espèce de patchwork comme ça dans l'urgence où dans une certaine urgence, il faut qu'il se construise un personnage. Alors toujours avec cette dimension de l'enfance aussi, il pense à ce livre qu'il a lu très jeune, Les Grandes Espérances de Charles Dickens, par rapport au nom de son personnage, et ce petit garçon du nom de Pip, donc pour Bip. Et aussi le masque blanc de Pierrot. À un moment donné, il réfléchit, il dit Buster Keaton avait un chapeau plat, Charlot a un melon, j'aurais un chapeau haute forme. Enfin bon, là, j'imagine que ça a dû être beaucoup plus long que ça pour lui, mais dans l'écriture, il y a cette idée qu'il a l'opportunité de jouer au théâtre de Poche, qui est un petit théâtre parisien de 80 places. Et il se dit, il me faut un personnage, il faut que j'arrive avec quelqu'un, avec un alter ego et un ami imaginaire. Un ami imaginaire, exactement. Et donc, c'est comme ça que Bip apparaît au théâtre de Poche le jour de son anniversaire, le 22 mars 1947. C'est aussi en plus de tout ce que tu as dit, c'est aussi un personnage qui n'est pas forcément français, juif, etc. C'est un personnage, c'est un alter ego qui a de l'universalité à l'intérieur de lui-même. C'est voilà. Ça, le masque, c'est celui aussi qui cache l'identité véritable, mais c'est aussi comment dire, celui qui permet toutes les transmutations et de communiquer avec ses semblables, de traverser toutes les frontières, de pouvoir
communiquait avec beaucoup d'intensité. Il le dit, hein, il le dit lui-même. Il dit à un moment dans une interview en anglais, il dit le visage blanc, the white face, n'est pas le visage blanc. C'est une page blanche qui me permet d'être tout. Un homme, une femme, un enfant, un animal, un minéral, une idée, une allégorie. Voilà, c'est très important. C'est pour ça que ça n'est pas le visage de Pierrot. C'est autre chose. Là, en ce sens, il se rapproche aussi des arts orientaux, hein, vraiment, avec quelque chose qui va creuser, sculpter l'espace et ne pas être juste anecdotique, justement. Et puis, il y a aussi beaucoup d'humour. Oui. Voilà. Il y a Beaucoup vraiment d'humour, beaucoup d'humour. Et dès les premières pages, chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, il imagine des scènes de théâtre, il imagine des personnages, il imagine des scénarios. Il refait dans sa tête. On a l'impression que c'est un film permanent, en fait, qui s'invente, même dans le drame, hein, même dans la... Donc, il fait des caricatures dans sa tête, des personnages. Il écorche un peu même des fois ses maîtres, il en profite pour glisser des descriptions un peu caricaturales. Et juste une comme ça qui me plaît beaucoup, c'est il est avec... il joue un hallebardier, en fait. Il reprend ses Dulin qui montent Volpone. Et il joue un hallebardier avec... ah, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Avec Roger Vadim, voilà. Donc, en plus, il a rencontré comme ça d'autres personnages qui sont devenus des grands artistes. Donc, ils sont tous les deux hallebardiers. Et il fait le pari que chaque soir, il va faire un personnage différent. C'est rien, c'est un rôle à l'arrière-scène. Donc, vraiment, donc c'est chaque soir, je me ferai une tête. Et un soir, il choisit Stan Laurel. Sauf que Stan Laurel, il a une grimace qui fait qu'à la fin, il a des crampes. Il est complètement coincé de la mâchoire. Et il dit que c'est peut-être ça qui lui a inspiré un de ses numéros emblématiques, qui est Le Fabricant de masques, où il va effectivement mettre le masque du rire qu'il ne pourra pas enlever et où il va passer... 10 minutes en scène à essayer d'enlever le masque du rire. Voilà. C'est incroyable, cette pantomime. C'est voilà, du virtuosisme hallucinant. Parce qu'il va de plus en plus vite en passant d'une expression à l'autre. C'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai envie de vous poser la question. Bon, c'était un homme, un artiste plus qu'un père. Et il avait cet humour-là à la maison quand il rentrait ou... Carrément. En fait, c'est un peu ce qu'on dit dans la préface hein, aussi. Hein. C'est ça. Non, il pensait qu'à nous faire rire. Enfin, ou alors il se concentrait. Et là, non, il nous laissait vraiment de la place, en fait. Soit il peignait, et là, on avait notre place hein, dans l'atelier. Il nous donnait pas des choses pour enfants. Voilà, c'est ça. Si on peignait à côté de lui, il nous donnait un vrai carnet d'adultes avec des vraies peintures d'adultes, des pinceaux, pour qu'on puisse essayer des choses, mais du moment qu'on ne le dérange pas. Mais après, bien sûr, il passait son temps à essayer de nous faire rire. Oui, non, je pense que chaque fois qu'il était avec ses enfants, mais peut-être d'autres enfants aussi, il voulait recréer ce monde de l'enfance et retrouver cette spontanéité, cet humour. Et en tout cas, on voit bien qu'il arrivait à faire rire
aux larmes. Si vous venez à la Cinémathèque, dans le hall, il y a une exposition avec plusieurs documents partiellement de la Cinémathèque donnés par Aurélia, Camille, mais aussi d'autres qui sont vraiment qui leur appartiennent, qui leur sont très chers, qui ont une valeur affective très importante et qui sont quand même exposés, que vous pouvez découvrir. Et on voit Stan Laurel rire aux larmes face à un spectacle de Marcel Marceau. Mais on voit vraiment qu'il se sèche les yeux. Mais c'est vrai que par contre, il y avait toujours cette idée que derrière, bon, le rire, l'humour, mais il y a toujours quand même le drame, parce que pour revenir aux fabricants de masques, donc moi je me souviens du public hilar, écroulé de rire, de ce personnage qui essaye d'enlever ce masque et qui pleure, mais qui en fait a quand même le masque du rire, donc les gens étaient écroulés. Et à la fin, quand il enlève le masque, sous le masque, il y a toute la brisure, la fissure de l'artiste, le drame. Et vraiment, je trouve que tout est résumé dans ce numéro. Faire rire coûte que coûte, mais derrière, il y a le drame d'origine, de l'origine, voilà, qui est là. Merci beaucoup. Moi, je pense qu'on est arrivé à peu près à la fin de cette rencontre, mais j'aimerais bien, si vous avez des observations ou des curiosités, vous avez là. Savoir c'est quoi différence avec Charlot. Avec Charlot. Sa rencontre avec Charlot. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'il a dit de Charlot? La différence. La différence entre. La différence. Oui, la différence avec Charlot. Ce qui peut les différencier, c'est ça? C'est tout et rien en même temps. C'est très dur parce que c'est. À la fois, Charlot est un frère, un père. Il découvre Charlot. En fait, il se sent très, très fragile comme enfant. Et son père est très costaud, représente vraiment la force, et il sait qu'il ne sera jamais comme lui. Pourquoi? Parce qu'il est petit, parce qu'il est malingre, il a une santé fragile. Alors, il sent bien que son père regarde son frère, qui lui est plus costaud, son frère aîné, et il dit, bon, il voit en lui la descendance, en fait. Et puis, un jour, il l'emmène voir Charlot. Et lui s'identifie à ce personnage qui est pauvre, fragile et fort à la fois, qui contient tout un univers poétique et en même temps qui est dans une immense solitude. Et c'est le père qui lui permet cette rencontre. Et par là, il va pouvoir faire que son père va le regarder autrement, c'est-à-dire qu'il va commencer à imiter Charlot. Il va se mettre du noir sous le nez. Et ça fait rire son père. Et là, d'un seul coup, il existe autrement. Et voilà, Charlot lui permet ça. Donc, Charlot, c'est à la fois le père, le guide, l'alter ego. Et en même temps, c'est pas pareil parce que Charlot, c'est du cinéma. Donc, il y a même si c'est du cinéma muet, il y a quand même le réel. Et il le dit d'ailleurs. Il dit Charlot, il avait le réel, le concret, les paysages, les architectures, les objets. Lui, il doit tout inventer. Il doit sculpter l'espace et il n'est pas toujours dans le narratif. Il est aussi dans l'allégorie. Voilà, je dirais que c'est ça, la différence. Il a croisé Charlot à Orly, je crois, en 78, il me semble.
ou peut-être même un peu plus tard. Oui, c'est ça. Après, je me souviens, il en parlait beaucoup et il était. Les journalistes étaient venus pour immortaliser ce moment. Et lui, il avait été très, très gêné. Il voulait pas que les journalistes. Il avait peur que Charlot croie qu'il se servait de cette notoriété pour appeler les journalistes. Alors, il avait fait signe qu'il fallait pas que cette rencontre soit médiatisée parce qu'il avait une telle. Il croisait le héros de sa vie, en fait. Et je dirais que de Charlot, ce qu'il avait aussi, c'est tout ce travail aussi du visage, de l'émotion, du regard, quelque chose de très fort par rapport au visage et à l'humanité qu'il arrive à transmettre, en fait. L'empathie, le regard porté sur le monde et tout ça, je trouve qu'il avait beaucoup de Charlot à ce niveau-là. De Charlot, il parle comme d'un funambule, un acrobate, et avec cette démarche saccadée et en même temps fluide et attendrissante. Donc, quelque part, il y a beaucoup de choses qu'il admirait là-dedans, mais je trouve que quand je parlais des pères, de Ouais. la figure paternelle, Marcel Marceau arrive toujours à reconnaître aux figures qui l'ont inspiré ou qu'il aime profondément, quelque chose d'important, de transmission, et en même temps, il s'affirme comme autonome, comme ayant sa voix propre. Donc, Charlot est très important. Il admire, il imite, il fait aussi des choses à la Charlot, mais il a son style. Enfin, il travaille son style. Tout à fait. Lui, il crée dans un espace vide, donc il donne à voir un monde invisible dont il trace l'architecture, il sculpte l'espace. Et comme disait Camille tout à l'heure, il est aussi un homme métaphore. Il se transforme en tout et il devient un poème à lui tout seul. C'est incroyable comme il arrive à faire corps, à s'identifier à tous les éléments. Et à ce niveau-là aussi, c'est très, très différent de Charlot. Aussi, ce qui nous tenait énormément à cœur, on en a tout de suite parlé, je crois, c'est que justement, il avait été un peu vidé de sa substance alors peut-être plus en France qu'ailleurs, mais de finalement le ramener à quelque chose qui est très artificiel, le chapeau, le maillot rayé, les gestes hyper connus, etc. Et de ne pas vider de sa substance, qui est plus cette pensée derrière, et même dans chaque geste, les élèves en parlent très bien. Là, quand on était à l'ARTA, c'était génial de les voir en parler, ces anciens collaborateurs, comment chaque geste avait une pensée, avait une racine dans quelque chose de très profond, mais pas d'intellectuel, mais vraiment, voilà. Et ça nous tenait vraiment à cœur avec Aurélia de redonner la juste place à son art. Je pense qu'aussi, ce qui a peut-être participé de l'oubli, je dirais, hélas, non seulement il n'y avait pas forcément de publication, même s'il a continué à être étudié via les pantomimes, mais après on oublie les auteurs des pantomimes, donc on ne sait plus qui est à l'origine d'eux. Et puis il peut être étudié aussi à l'université par les mouvements théâtre qu'il a pu traverser, mais c'est parce qu'il a été très vite taxé par son succès, et le théâtre parfois n'aime pas le succès. Et ça, c'est assez grave, enfin, je trouve, parce qu'au fond, c'est une manière de juger en disant c'est populaire, c'est quand j'entends en Inde, à Calcutta, une salle de 1000 personnes, des gens assis partout, je trouve ça extraordinaire. Je trouve que c'est la plus grande réussite, c'est ce qu'on peut souhaiter
à tous nos artistes, enfin, du monde entier, c'est-à-dire de réussir à franchir les frontières comme ça, avec le même spectacle justement. Eh bien, ça ne plaisait pas en France à l'époque. Ça ne plaisait pas. Fallait pas être trop célèbre. Oui, c'est ça. Soit on est populaire et donc on est un peu inconséquent, c'est un peu du savoir-faire. Soit on est artiste maudit et là, vraiment, c'est une intensité que seuls des grands connaisseurs peuvent percevoir au fond d'une cave. Voilà. Mais tous... Sa célébrité a dérangé, au fond. Voilà, c'est en ça. fin de vie, et lui n'a jamais revendiqué. C'était pas son endroit de combat. Donc voilà, donc il est mort, et on va t'oublier. Voilà, point. Ce qui est terriblement injuste. C'est un peu ce qu'on lui a dit, hein. C'est ce qu'on nous a dit. Maintenant qu'il est plus là, on peut avoir un peu plus de place parce qu'il prenait un peu trop de place, quoi. Si vous voulez quelques dédicaces, il faudra s'y mettre. C'est ça, oui. Je Parce suis qu'après, on a désolée une projection à 21h. interrompre Merci beaucoup. l'échange. Merci. La rencontre que vous venez d'écouter avec Aurélia et Camille Marceau a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche jeudi 20 avril 2023. L'ouvrage de leur père Marcel Marceau, qu'elle présentait et intitulé Histoire de ma vie, est publié aux éditions Actes Sud. Réalisation et mise en onde de cette rencontre, Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.